Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, une triste nouvelle pour démarrer cette émission. Deuil de la presse nationale, Faisal Toukourou, l'étudiant braqué la semaine écoulée à Cotonou, à qui les agresseurs ont arraché 3 millions de francs CFA, est décédé hier mercredi des suites de ses blessures. Il était journaliste à Radio Univers. La rédaction de ESAE TV partage la douleur de sa famille, notamment celle de la presse nationale, et présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Dans l'actualité, ce jeudi matin, les confrères de la presse écrite nous informent que la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue cette semaine, hier mercredi, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au terme de ce conclave gouvernemental, il a été décidé d'apporter un soutien aux populations concernées dans le cadre du projet d'aménagement de la route des pêches et les occupants des sites à aménager au quartier Huakodji à Cotonou à travers le relogement sur 2 autres sites des 853 unités d'habitation constituant l'ensemble des villages de pêcheurs. Aussi, un appui financier sous forme de primes de compensation de 3 milliards 461 803 000 francs CFA est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Carles Kitomé et Boris Tougan. Nous essaierons également de commenter les propos de Parfaite de Banamé qui font couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours sur la toile. Mais avant, chers amis internautes, comme à l'accoutumée, comme à chaque numéro d'émission, vous aurez droit à la une des journaux afin qu'ensemble nous puissions découvrir les sujets qui animent l'actualité sociopolitique ce jeudi au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Et puis, comme tous les matins, Nasrin Fatoumi sera de la partie pour vous présenter l'horoscope du jour. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes, le tableau synoptique de cette émission ici présentée. On se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur publie ce matin en manchette les images de défilé des disciples de Saint-Matthieu, ceux de la police républicaine et des hommes des eaux, forêts et chasse, et titre ce matin douane, police républicaine et eaux et forêts. On attend désormais plus de performances, de nouveaux AOF adoptés par les directions générales. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin de l'Informateur. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin, libération du périmètre sud de la route des pêches et Huakodji. Après les déguerpissements, le social, plus de 3 milliards de francs CFA pour reloger
les sinistrés. Toujours à la une de la parution de ce matin de l'informateur de ce matin, redynamisation des structures de l'État, Obsige dissous sous liquidateur nommé, des précisions sur ce titre à la page 5 de la livraison de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une nous renvoie comme à chaque parution à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui ouvre ses portes lundi prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ICE Corps, le nouveau tandem de la glace ICE est à découvrir à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre. À force de vouloir s'expliquer, elle ouvre d'autres fronts et s'enfonce davantage. L'INF et les autres organisations des droits de l'homme ne doivent-ils pas agir, s'interroge Matin Libre ce matin en illustrant sa manchette avec la photo de parfaite de Banamé. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin, 3 personnes en prison pour trafic de carnets de vaccination. Des précisions sur le procès à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste titre ce matin à la une, deuxième génération des fonds anti-Covid-19 au Bénin, un appui financier de 30 000 micro, petites et moyennes entreprises. Des détails sur ce titre à la page 10 de la livraison de ce matin du Canard. Le Béninois libéré nous titre ce matin en manchette admission à de nouveaux grades au CAMES, liste complète des admis de l'université d'Abomey-Calavi, Éléonore Yaïla Descamps, Barthélémy Kassa et Idrissou Bako et Nassirou Arifari Bako, j'allais dire, professeurs titulaires, tous plus gradés que le président Boniaï, nous titre le confrère ce matin. Retrouvez l'intégralité des listes aux pages 5, 6, 7 et 8 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui nous a également titré à sa une ce matin, statut spécial des douanes, de la police républicaine et des eaux et forêts, les nouveaux AEF adoptés, probabilité que des civils dirigent bientôt ces corps. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, diplomatie, 67 nouveaux consuls honoraires nommés à Gbenossi dans les bottes de Kinsinger. Nous passons à présent à Jack Pata qui a titré ce matin en manchette cabale organisée contre la mission de Banamé. La 35e Église de Jésus-Christ, mission de Banamé, menace d'assigner ses détracteurs. Lire le communiqué de presse à cet effet à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Jack Pata. Nous passons à présent à l'événement précis par rapport à l'évaluation des enseignants du supérieur. Les résultats du CAMES 108 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi admis, 14 ajournés. Éléonore Yaïla Descamps, Bako Arifari, Abdou Kassa, désormais professeur titulaire. Liste de tous les enseignants lauréats et leurs nouveaux grades aux pages 8 et 7 de la parution de ce matin de l'événement précis qui nous a également titré à sa une ce matin, dont de kit scolaire à la mairie d'Abomey-Calavi. Angelo Arwandino et son équipe préparent la rentrée aux orphelins militaires. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, libération de la bande côtière de Cotonou, Fidjirosei, Togbin. Le gouvernement tient promesse d'importants dédommagements annoncés. 853 unités d'habitation bientôt construites. Nous passons à présent à Le Déchaîné du jeudi qui titre cette semaine en manchette la remontada de l'école publique. Vous avez une caricature expressive, l'une qui dit ceci, je cite, « Ma décision est prise, je vous inscris tous pour cette rentrée à l'école primaire publique de Zogbo. Il n'y a plus de grève dans le public, donc on va économiser désormais un peu d'argent. » La dame qui rétorque, « Et pimpon, Serge, je te dis que tu as menti, mes enfants n'iront jamais dans une école publique remplie de tous les petits pauvres du quartier, je dis jamais. » Et puis l'enfant de rétorquer, « Mpa. Tous mes amis de classe de l'année passée veulent faire Montaigne cette année et toi, tu veux m'inscrire à Zogbo. Il faut sciencer. Le vieux, a-t-il dit, retrouver des caricatures à la page 4 de la page de ce matin, de la page de cette semaine, j'allais dire, de Le Déchaîné du jeudi, qui a également titré à la une cette semaine, une banamerde parfaite. Nous passons à présent à La Nation, qui a titré ce matin en manchette, annonce du dragage sectoriel du lac Aimé, de beaux jours pour la pêche. Toujours à la une du quotidien de services publics, partenariat euro-africain dans le domaine du numérique. Aurélien Adam Soulé-Zoumarou échange avec les autorités françaises. Le compte rendu est publié à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de services publics. Toujours à la une du quotidien de services publics, libération des sites aménagés sur la côte, 3 milliards 46
46 millions pour le relogement. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du quotidien de service public. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré ce matin manchette aménagement de Fillon 1 et Huakodi, près de 4 milliards pour reloger les familles affectées. 853 unités d'habitation bénéficient de mesures d'accompagnement. Cantine scolaire, 700 000 impactés, 700 000 écoliers impactés dès la rentrée prochaine, nous informe le quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à Le Grand Matin qui a titré la une ce matin. Deuxième initiative de riposte socio-économique de la COVID-19. L'enregistrement au programme se poursuit du 26 août au 1er octobre 2021. 19 milliards d'appui aux entreprises formelles et informelles affectées par la crise. Des précisions sur cette mesure à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Grand Matin. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien qui a titré la une ce matin. Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Éléonore Yaïla Descamps accède au grade de professeur titulaire, liste, grade et spécialité des nouveaux admis à l'université d'Abomey-Calavi. Leader du jour, titre la une ce matin. Assemblée nationale du Bénin, Dr Omaric Ogouale, installé député ce jour. Il remplace l'honorable André Okunola, nommé ambassadeur à la découverte du jeune député au curriculum vitae à Friolan. Nous passons à présent à Kinikini, qui titre à la une ce matin accès et maintien des enfants vulnérables à l'école, dont de kits scolaires aux écoliers et élèves. L'événement du jour à la une ce matin, port de Cotonou sans vaccin Covid-19. Pas d'accès. L'Indépendant à la une ce matin, Djondji Ronkoui Carrefour, bientôt les travaux de dragage et de réhabilitation. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du Canard qui nous fait le point des infections à la COVID-19 au Bénin, 146 décès pour un total de 21 450 cas confirmés. Nous passons à présent à Dynamisme Info, mission dite de Banamin. Et si la justice cherchait à investiguer sur les dénonciations soulevées, s'interroge le confrère ce matin. Gascani Info pour boucler ce matin, football, nouvelles des internationaux béninois, des précisions à la page 9 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement a tenu ce mercredi 15 septembre 2021 sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, plusieurs décisions ont été adoptées. Au cours de ce conclave gouvernemental, le gouvernement a abordé plusieurs sujets. Au titre des mesures normatives, on note la refonte des tests régissant le fonctionnement des directions générales des douanes, de la police républicaine, des eaux, forêts et chasses. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de ces trois directions générales en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial. On note également le relogement et accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Huakodi à Cotonou. Les travaux de dragage et de réhabilitation du carrefour critique de Dondji-Ronklon dans la zone du lac Ayemé et ses chenaux. Les dits travaux consistent principalement à draguer et à réhabiliter environ 208 hectares et de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Dondji dans l'Atlantique et Ronklon dans le Mono. Il est ouvert depuis ce mercredi à Cotonou un atelier d'évaluation, de réflexion et d'analyse prospective sur le rôle des équipes de base dans la mission électorale de long terme dans l'Afrique de l'Ouest émise par la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cet atelier vise à formaliser les équipes de base et susciter des idées novatrices. La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux grandes allocutions, l'une lue par Blaise Diplot, représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, et l'autre par Saka Lafia, président du conseil électoral. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos au micro d'Abdelkader Achiro. Au nom de son Excellence, M. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, à la cérémonie d'ouverture de cette session d'évaluation, de réflexion
et d'analyse prospective sur le rôle des équipes de base dans les missions électorales de long terme en Afrique de l'Ouest. Cet atelier, dont la pertinence et l'opportunité ne sont plus à démontrer, se tient grâce à l'appui renouvelé de notre partenaire historique, la GIZ. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle de la CEDEAO dans l'accompagnement des processus électoraux, en amont comme en aval, est l'objet d'un sérieux questionnement du citoyen. Nul ne peut rester indifférent à cette perception que nous ne pouvons corriger sans des réformes ou des ajustements périodiques. Cet atelier s'inscrit dans cette démarche puisqu'il vise non seulement à formaliser les équipes de base, mais également à susciter des idées novatrices sur leur travail, en lien avec les observateurs de long terme, en apportant aux besoins des améliorations substantielles aux diverses phases du processus, à savoir, entre autres, la sélection des membres et leur déploiement, les conditions et délais de travail, la logistique, les procédures de collecte des données exactes sur les élections et sur les acteurs électoraux, le format ou la structure des travaux produits et leur exploitation à court, moyen et long terme. La coordination également avec les différents compartiments de la mission d'observation électorale et la communication en avant, pendant et après l'élection. Il s'agit d'une revue exhaustive et approfondie. Notre sous-région connaît des élections à une fréquence régulière. La CEDEAO, se conformant à son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, s'investit de plus en plus dans l'encadrement des États membres pour le bon déroulement des processus électoraux. Je me permets, au nom du réseau des organes de gestion des élections en Afrique de l'Ouest, RESAO, de remercier notre organisation commune pour les différents efforts consentis afin d'assurer chaque jour, mieux que la veille, des élections paisibles et crédibles dans notre sous-région. Nul n'ignore que les attentes sont toujours plus exigeantes, mais reconnaissons les efforts de notre organisation sous-régionale tendant à transcender toutes les contraintes pour être en cette matière au niveau où elle est en ce moment. Les présents ateliers sont la preuve que notre organisation a le souci de mieux assister les organes de gestion des élections en améliorant la qualité de ces interventions, qu'il s'agisse aussi bien de l'assistance financière, technique, logistique, que du développement des observations à long terme sur le terrain. Les profils des participants ici présents nous rassurent que les discussions seront d'un haut niveau. En effet, les élections réussies ont nécessairement besoin, je cite pêle-mêle, de préparation en amont, d'éducation civique électorale, d'un cadre légal inclusif, d'une administration électorale compétente et professionnelle, de l'implication effective des femmes et des jeunes, de la sécurisation des électeurs sur le processus électoral, du matériel électoral adéquat, d'une liste électorale fiable, et j'en passe. Toutes ces tâches sont, l'une comme l'autre, complexes. C'est la raison pour laquelle des équipes de suivi et d'observation à long terme sont indispensables pour attirer l'attention des acteurs et des responsables de la sous-région sur les différentes questions susceptibles de créer des conflits électoraux. Je profite de ma présence à cette tribune pour vous rappeler le défi actuel de tout processus électoral,
Il s'agit de la diffusion de fausses informations, communément appelées fake news. Ce fléau rend de nos jours l'organisation des élections plus complexe pour les organes de gestion. De profondes et fécondes réflexions doivent être faites pour trouver la solution adéquate qui respectera les droits fondamentaux de l'homme. Oui, le droit à la libre expression, mais également le devoir de diffuser des informations vraies, crédibles, parce que émanant de sources dignes. Restons toujours dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de la commission de la CEDEAO. Je vous invite à suivre à présent Francis Oké, chef division assistance électorale de la CEDEAO et secrétaire permanent du RESAO. Au micro d'Abdelkader Achiro, il précise l'intérêt de cette assise de grande envergure. Cet atelier se tient au moment où nous essayons de corriger un peu les différentes missions d'observation que nous déployons. Et comme vous le savez, la CEDEAO déploie souvent, conformément au protocole additionnel, des missions à court terme, à long terme et maintenant des corps teams, de l'équipe cadre. Donc le protocole additionnel dans son article 14 demande à la CEDEAO d'assister les États. Et c'est pour ça qu'en 2001, à partir de 2001, la CEDEAO a commencé par déployer des missions à court terme. Mais les missions à court terme duraient seulement une semaine ou 8 jours. Et la CEDEAO a fait le point et s'est dit, pour améliorer et pour mieux suivre le cycle électoral qui se déroule en 3 phases, il faudrait une permanence, une équipe qui va en avant. Et c'est pour ça qu'en 2014, la première équipe à long terme a été déployée. Et cette équipe comprend des techniciens, des experts dans des domaines très précis. Il y a des experts en opération électorale pour voir et pour suivre les questions électorales, comment c'est organisé. Il y a des experts en droit constitutionnel pour voir le cadre légal, des experts en genre pour analyser la participation féminine et la participation des jeunes. Il y a des experts en sécurité au besoin, parce que vous savez que des fois les élections sont organisées dans un contexte sécuritaire et très douteux. Donc nous déployons des experts en sécurité quand nous sommes dans ces conditions. Aussi, il y a des experts en fichier électoral. Comme vous savez que la qualité du fichier est souvent un problème pour nos élections, souvent nous déployons ces différents experts pour une trentaine de jours. Donc ceci a commencé en 2014. Mais en 2018, nous avons réfléchi. On a fait encore l'évaluation, on s'est dit 30 jours, est-ce que ça permet de tout suivre? Et la CEDEAO a commencé en 2018 à déployer une équipe cadre de 5 experts pointus qui préparent l'arrivée des experts à long terme et ceux-ci préparent l'arrivée du chef de mission et des missions à court terme. Maintenant, nous, on s'est demandé, est-ce que la direction dans laquelle nous avançons est conforme aux attentes de nos États et de nos peuples? C'est pour ça que le président de la commission, M. Kassi Brou, a autorisé que nous organisons, nous rassemblons ces experts que nous avons l'habitude de déployer pour s'asseoir et réfléchir sur comment améliorer la qualité des déclarations, la qualité des rapports et la qualité de nos interventions sur le terrain. Et cet atelier, et nous aurons les résultats à la fin de l'atelier, parce que nous avons 2 ateliers. Il y a l'atelier des corps teams, de l'équipe cadre, et l'atelier de l'équipe à long terme. Après ça, vous aurez les résultats. Nous allons vous convier pour vous présenter les résultats des discussions. Le lundi 20 septembre prochain, les écoliers et étudiants auront à reprendre le chemin des classes. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a eu à interroger quelques citoyens dans les rues de Cotonou afin de recueillir leurs impressions sur comment ils préparent la rentrée scolaire. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro, Nansirina Fatoumbi, chef de Hongé. Moi, de mon côté, vraiment, il faut dire que ça ne va pas du tout. Puisque, bon, vous savez, moi, je parle en qualité de ce que je fais. Je suis un conducteur de taxi-moto. Aujourd'hui, par exemple, maintenant, regardez la ville. Ça ne va pas du tout dans la ville.
les moyens financiers. On n'a pas. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis père de 6 enfants, mais je n'ai même pas encore acheté les fournitures. Normalement, le gouvernement de la rupture de Patrice Talon, Guillaume, Athanase, il doit subventionner les parents d'élèves. Pour que, il faut voir Togo, il a subventionné, non, courant. L'électricité avec éducation. Normalement, en tant que Béninois, nous attendons chez notre président Patrice Talon, à Bono, il doit subventionner la contribution des élèves. Pour que nos mamans, nos parents doivent cramer pour Patrice Talon à Bono, qui est vraiment à Bono. Pour la rentrée, je me prépare bien pour les enfants. En fait, on rend grâce et puis les enfants sont à l'aise. Bon, le problème est que pour la pandémie, pour le gouvernement, je pense qu'il a déjà pris ses mesures pour que les enfants soient à l'aise. C'est notre souhait. Comme vous le savez, il y a beaucoup de parents qui d'habitude se préparent déjà. Vous voyez, ils se préparent déjà beaucoup plus avant la rentrée. Les cahiers, ça s'achète un peu. Les fournitures, là, ça s'achète. Plusieurs n'attendent pas le dernier jour pour préparer la rentrée. J'ai préparé la rentrée déjà. C'est depuis que nous sommes entrés en vacances que j'ai déjà commencé. Ce n'est pas maintenant qu'il faut dire que je suis étudiant, comment démarrer avec la rentrée. Non, je l'ai déjà préparé depuis plus d'un mois. Et le temps est arrivé, je suis prêt maintenant à continuer. D'abord pour la rentrée, ce qui nous rassure, c'est le contenu du dernier compte rendu du secrétaire du gouvernement qui a détaillé que dans les démarches entreprises au regard de la rentrée, il y a des capacités de renforcement qui a été aussi entrepris par rapport à la rentrée. Donc ça nous rassure que déjà lors de cette rentrée prochaine, il y aura des choses nouvelles à découvrir. Et sur ce, nous prenons hâte de nous rendre disponibles et accompagner les enfants dans tous leurs besoins. Il faut prier Dieu. La Covid est arrivée effectivement. Moi, personnellement, je sais qu'il y a la rentrée. Quoi qu'en soit ce qu'il y a, je dois me préparer. Vous voyez, je sais déjà qu'il y a la rentrée. Et je me suis préparé quand même. J'ai fait ce qui est de mon mieux et les enfants vont commencer comme cela se doit. Dieu est en charge. Une fois déjà au parfum de la rentrée qui est en cours, nous avons déjà mis les démarches, les tenues sont cousues, et les cahiers sont achetés. Le reste maintenant c'est les manuels parce que c'est après la rentrée que les fiches, les enfants vont nous rendre disponibles les manuels achetés pour les accompagner dans les éducations. On rend grâce à le temps un peu dur. Bon, on ne peut pas dire que le gouvernement va nous aider à fournir les matériels qu'il faut. Mais nous, on va faire l'effort pour acheter. Ce n'est pas qu'on dit que le gouvernement va partager de l'argent de maison en maison. Mais quand même, au niveau des enfants qui vont à l'école, on peut, cette année spécialement, on peut donner la gratuité et subventionner les fournitures. Ça, c'est déjà quelque chose pour nous. Il n'a qu'à amoindrir un peu les tâches. Il y a beaucoup de tâches. Il y a beaucoup de tâches. Vous allez au marché maintenant, tout est cher. Vraiment, il n'a qu'à voir un peu. Il n'a qu'à pencher un peu au côté social. Il est vrai, le gouvernement est en train de faire beaucoup. C'est bien, on l'apprécie très très bien. Mais il n'a qu'à pencher au côté social. Parce que le Béninois souffre. Ce qui se passe là, le Béninois souffre trop. Je prie le gouvernement, je prie le président Talon, le gouvernement, tout le monde. Eux qui sont en haut là, je les prie beaucoup, ils n'ont qu'à beaucoup pencher au côté social. Parce que ça ne va pas. Au niveau du chef de l'État que je considère très bien et que j'aime très bien, il nous a parlé du social. Mais pour le moment, au niveau des couches vulnérables, on ne voit rien comme social. Le social, là, ça va commencer quand? Aujourd'hui, par exemple, maintenant, regardez comment presque toute la population, à part les pachas, à part ceux qui sont un peu bien, ce sont eux qui sont sinon nous quand même. De notre côté, il faudrait quand même qu'il fasse quelque chose à l'endroit des parents d'élèves, à l'endroit de cette population pour qu'on puisse savoir effectivement que ce monsieur, il a quand même essayé de nous encourager. Et Covid aussi oblige. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pays, vraiment,
ça ne va pas. Le social, on ne voit pas encore. Les vacances, on en grâce. Bon, et les parents sont à l'aise aussi. Bon, et puis je souhaite une bonne rentrée pour les enfants. Toujours dans la même veine de la rentrée scolaire, à quelques jours de la rentrée, l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento replonge les pensionnaires dans la bonne ambiance. La présidente de l'ONG Demeure d'amour et son équipe font de leur mieux pour garantir une parfaite année scolaire sur leurs installations. À cet effet, je vous invite à suivre le compte-rendu que nous propose Carles Kitome. Et nous avons jugé utile de faire une petite réjouissance avec ces âmes vulnérables afin de bien démarrer l'année. C'est dans cette ambiance de gaieté que les responsables de l'orphelinat Léon Sacramento de Tango-Djevier entament ce 12 septembre la préparation de l'année scolaire 2021-2022. Ensuite, l'après-rentrée, c'est pour demain. Donc, nous rentrons comme ça dans la fièvre de l'année scolaire 2021-2022. Donc, nous nous préparons pour bien entamer l'année scolaire parce que l'objectif de l'ONG Demeure d'amour, c'est de faire de ces orphelins des citoyens à part entière. Des citoyens pouvant assurer la relève demain. Des citoyens, ils doivent avoir une autonomisation. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leurs parents que c'est la fin du monde. Non, on est là pour les aider à vivre comme tout autre parce qu'ils ont aussi des droits. Ils ont mis les bouchées doubles pour garantir une année réussie aux pensionnaires et autres élèves inscrits dans leur école. Mais de bonne volonté pourrait les aider à assurer le meilleur pour ces âmes vulnérables pendant bien plus longtemps. Nous avons 30 enfants dans la maison actuellement. Et sans vous mentir, beaucoup continuent de solliciter, mais nous n'avons plus d'espace pour prendre encore. La difficulté que nous avons actuellement, c'est un problème d'espace parce que nous sommes sur 4 parcelles. C'est ce que notre pouvoir d'achat a pu acheter dans le temps. Mais là où nous sommes actuellement, il y a quelqu'un qui est venu nous proposer ça, 10 parcelles ensemble derrière nous, avec titre foncier, avec palmeraie à 8 millions. Si nous trouvons une personne de bonne volonté pouvant nous acheter ça, ça va nous faire plaisir. Parce que nous nous sommes dit, nous avons de la maternelle jusqu'en classe de CM2. Ces enfants-là, nous n'allons pas les laisser aller en 6e ailleurs où ils vont perdre le niveau. Donc autant construire encore, penser à construire le collège pour que ces enfants-là puissent prospérer comme cela se doit. Les orphelins, quant à eux, ne se soucient de rien. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Carles Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Mais avant, on le retrouve avec Boris Tougan pour le débat. Le débat de ce matin sur Free Matin, Boris Tougan, bonjour. Bonjour, Kader. Journaliste analyste politique, merci d'être à notre côté ce matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour, Carles Kitome, le gouvernement décide de reloger ces familles de pêcheurs qui ont été déguerpies de la plage de Fidjosé. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette mesure prise par le gouvernement avec une cagnotte de près de 4 milliards de primes? Non, mais à première vue, je crois que cette décision est salutaire dans la mesure où j'ai eu l'opportunité d'aller à la rencontre des habitants de cette zone pendant plusieurs années. Depuis qu'en 2012, on avait annoncé un premier déguerpissement, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec eux et j'avais pu observer leur désarroi. J'avais pu observer le fait que c'est des gens qui ne sont plus arrimés à rien, sinon à ces quartiers. Parce que ça fait des générations que leurs parents ont tout quitté pour venir s'installer là. Donc, c'est considéré comme leur lieu d'origine finalement. Ils n'ont plus tellement de repères si ce n'est qu'à ces endroits-là. Et généralement, ils ne sont pas seulement venus du Bénin, il y a les Kroumen, les gens qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana et qui sont là depuis avant même que la ville de Cotonou ne prenne vraiment ses formes parce que c'est le tout premier quartier de Cotonou. Donc, ces personnes pensent que c'est chez eux, leurs parents étaient là, ils sont là et ils n'ont plus où aller. Donc, dès qu'ils ont appris qu'il fallait déguerpir ces quartiers,
c'est comme si on voulait les déraciner, comme si ils allaient devenir des apatrides, et leur désarroi était si grand. Et maintenant, au finish, le gouvernement a décidé quand même de les reloger. Je crois que c'est vraiment salutaire, dans la mesure où, en 2012, ils s'étaient inquiétés, on leur avait proposé de l'argent, mais ils ne voulaient pas de l'argent. Ils ont voulu quelque part où rester. C'est pour cette raison que la première politique, quand le président Sougou était encore à la commune de Cotonou, n'avait pas marché. En 2019, il y a eu une autre tentative. On a voulu les déloger. Et enfin, on a même cassé des maisons. Mais ils ont dit non, nulle part où partir. Je crois que ça fait à peine une semaine, j'ai fait un reportage à la Côte. Je les ai vus. Il y a des gens dont on a cassé les maisons, mais qui ont gardé les limites de leur parcelle, qui mettent un matelas et qui dorment là tous les soirs quand ils ont fini de pêcher. Et donc, l'État a sûrement pris la mesure, l'ampleur de la mesure de ce qui se passe des dégâts. Et donc, l'État a souhaité quand même les reloger quelque part. Maintenant, ce qui reste à voir maintenant, c'est qu'ils soient bien relogés et qu'ils acceptent. Parce qu'entre-temps, on avait proposé de les reloger à Révier. La plupart n'étaient pas d'accord. Et puis, ils ont estimé que l'espace était peu pour le nombre d'habitants qu'ils étaient. Après, il a été suggéré ces mêmes produits. Donc, il y a quand même des propositions qui leur sont faites. Maintenant que la cagnotte est assez importante parce que, qui vous souviennent qu'il y a de cela 2 semaines au conseil des ministres, il avait été décidé que c'était 357 parcelles qui allaient être prises en compte. Et j'ai été là-bas après, c'était tout un tollé parce qu'ils estiment qu'ils sont près de 1600 et quelques maisons. Et quand on ne prend en compte que 357, ça veut dire qu'on a oublié ceux qui ont été... 853 en compte. Oui, on a oublié tous ceux qui ont été cassés en 2012, en 2019, et ceux dont les maisons étaient emportées par la mer, on n'en parle même plus. Donc, si aujourd'hui l'État a pu arriver à ce niveau, je crois qu'elle est vraiment salvatrice. Et ils doivent vraiment applaudir dans ces quartiers-là. Est-ce que vous partagez cet avis? Ouais, moi, ça me fait marrer quand on me dit que nous devons applaudir. Est-ce que vous imaginez la taille des dégâts qui sont causés? Vous venez de dire vous-même que ce sont des populations qui ont été sédentarisées sur cette terre depuis des décennies. Tout à fait. Ça veut dire que leur présence constitue un patrimoine. Ils ont laissé des tombes, il y a des fétiches, il y a tout un tas de... Est-ce que vous savez ce que c'est que le patrimoine d'un peuple? Donc, vous estimez qu'on peut passer tout ça par perte et profit et tout raser et construire des hôtels ou tout ce que vous voulez. Le développement ne peut pas être considéré de cette façon. Avec quel visage? Non, mais il faut remarquer que plus du tiers de ce quartier a été emporté par la mer. Donc, il y a des gens, quand la mer emporte, il n'y a même pas de recours. Mais on devait les protéger. Hein? Au vu de la loi, la protection civile relève des compétences de l'État. Mais est-ce que le fait que il faut observer la proximité surtout du quartier pour la Côte avec le port autonome de Cotonou. Et quand le port autonome de Cotonou a envie d'accueillir de grands navires, il faut qu'il y ait de la profondeur. Ce qui veut dire que ce n'est pas à ce niveau qu'on pourrait vraiment protéger la mer, à mon avis. Parce que si on veut vraiment que le port soit fonctionnel, et vous avez vu, quand vous arrivez au quartier pour la Côte, juste à quelques mètres dans la mer, même pas à 10 mètres, vous allez en voir je ne sais pas, l'ancien WAF. Il y a encore des signes de l'ancien WAF qui sont visibles là, c'est à quelques mètres. Et pour qu'il y ait un navire vienne, il faut quand même de la profondeur. Donc, c'est le fait de la nature, mais l'exploitation qui a été faite de la côte à cause du port autonome ne favorisait pas forcément qu'ils habitent aussi près du port autonome de Cotonou. Et si vous voyez, moi j'ai connu des gens, en 2019, moi j'ai interviewé des gens dans leur maison, mais leur maison n'existe plus. Et après leur maison, il y a 2 paquets de maisons. Je dis de 2019 à 2021, il y a 2 rues qui sont parties dans la mer. Et donc, je trouve qu'à défaut de pouvoir les protéger, le mieux, c'est de les reloger ailleurs. Et ce n'est pas que la même à grand propos, j'ai vu ce qui se passe. Est-ce que le fait que le gouvernement prenne cette mesure aujourd'hui, au lendemain du déguerpissement, ne pose pas un problème? Je dis que la façon dont ces populations ont été déguerpies est une bêtise. On ne peut pas gérer un pays. La conduite des politiques publiques doit être réservée aux sachants. Quand vous voulez mettre en œuvre des réformes, il faut tout prévoir. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Vous voyez que l'État dépense des milliards pour protéger les populations. Mais c'est ce même État qui les fout à la rue sous la pluie. Vous savez ce qu'une journée passée dehors sous la pluie peut causer? Des gens peuvent avoir perdu leur diplôme. Tout à fait. Et on ne se lève pas on ne peut pas se lever comme ça. La mise en œuvre
des politiques publiques, ça s'apprend dans les universités. Si vous ne connaissez pas, vous vous mettez de côté. On ne peut pas, à ce niveau de gestion... Est-ce que vous êtes en train de suggérer qu'on aurait dû peut-être annoncer ces mesures-là avant? Non, pas annoncer, prévoir là où on devait les reloger et les y installer. Au lieu d'amener des poquelins pour aller écraser leurs biens et les obliger à aller dormir sur la plage pour venir nous... Moi, je ne sais pas quel loyer les gens veulent qu'on leur adresse dans ces conditions-là. Si on n'a pas prévu reloger les gens avant d'aller les déloger, moi, je ne comprends pas quelle est la logique. On ne peut pas faire des réformes de cette façon. Le gouvernement a quand même pensé à eux. Et c'est quand même une bonne chose. Bon, la façon de le faire, je crois qu'elle n'est pas forcément la meilleure du monde, mais je crois que... Non, il faut dire que c'est la mauvaise manière de faire les choses. Que c'est mauvais. Il faut pas, écoute, nous avons déjà des histoires au Bénin où des populations, on a suggéré des déplacements des populations, les gens ont perçu les indemnités, ce qu'il fallait, mais les gens n'ont jamais bougé. Et après ça, encore posé des problèmes de justice. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas oublier que le quartier FIFA dit il y a des zones qui sont déclarées d'utilité publique. Non, des zones qu'on ne devrait même pas habiter parce que vu en fait, géographiquement, on ne devrait pas les habiter. Mais les gens sont allés s'installer là, alors qu'on a dédommagé des gens. Ils ont vendu ces parcelles et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas forcément déguerpi complètement l'espace. Il y a des gens qui sont là avec des titres fonciers aujourd'hui dans des endroits. Oui. C'est pas de leur faute. Si on donne l'autorisation d'habiter à des gens. Non, mais écoutez, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que nous fonctionnons au Bénin. Donc, sur le terrain. C'est vrai que je ne peux pas me réjouir du fait que les habitants de Kourakoi se retrouvent à la Belle Étoile. Personne ne peut s'en réjouir. Personne ne peut s'en réjouir. Mais j'ai rappelé tout à l'heure qu'en 2012, ils ont refusé les propositions qui leur ont été faites. En 2019, ils ont refusé les propositions qui leur ont été faites. Et aux dernières nouvelles, quand vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte qu'on leur propose des choses, mais ce n'est pas des gens qui sont forcément prêts à partir. Je pense que le vrai problème, c'est un problème de communication. Ils savaient tous que le 15, ils allaient déguerpir. Ils l'ont dit de leur bouche. Le 1er septembre, d'abord. Non, récemment, il y a à peine une semaine, ils ont dit qu'on a prévu les déguerpir finalement le 15 septembre. Et j'estime que pour cette date-là, chacun aurait pu protéger ce qu'il pouvait. Mais jusqu'au 8 septembre... Là, on parle de Kourakodi, pas de Fillon 1. Non, je parle de quoi parce que j'ai concentré quand même mes travaux à Kourakodi. Mais jusqu'au 8 septembre, il y en a qui ne savaient pas encore s'ils étaient sur la liste des gens dédommagés parce qu'on avait annoncé que 300 et quelques maisons. Et dans les 300 et quelques maisons, il y a tout un paquet qui n'est pas pris en compte. Donc, eux, ils ont dit, ils ne savent pas où ils seront relogés dans tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la liste? Est-ce que ceux-là ont été pris en compte? Parce que moi, si je peux me préoccuper, c'est surtout de ça. Est-ce que les autres habitants ont été pris en compte ou bien on s'en tient aujourd'hui dans la zone de Kourakodi à ces 357? Si c'est le cas, ça veut dire que dans les autres zones aussi, il y a aussi beaucoup de laissés pour compte. Donc, moi, c'est vrai que la mesure est peut-être tardive, mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce que les autres aussi ont une formule? Est-ce qu'il y a une formule pour que les autres soient ceux qui doivent être pris en compte, ceux qui doivent être pris en compte, c'est les gens qui ont été recensés, qui ont des titres de propriété. Il peut pas, si les gens n'ont pas d'habitation recensée, ils ne peuvent pas prétendre à un droit d'être logé. Mais ce que je dis, il faut que les gens donnent la preuve qu'ils font du sérieux dans tout ce qu'ils font. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et décréter de raser toute une population alors que... Pas du jour au lendemain, ils ont été avertis. Non, attendez. Si on donne des avis, on donne des avis de déguerpissement. Par rapport au cas de Fillon 1 où on allait déguerpir par exemple le 13 septembre, c'était le 1er septembre qui était la date butoir. Et on a eu même des témoins qui ont témoigné qu'on leur avait dit effectivement qu'au plus tard, le 1er septembre, devait visiter les lieux. Le problème que je pose ici, Kader, c'est que de façon formelle, on n'a pas préparé cette opération. On devait leur dire, bon, vous devez aller à tel endroit et s'assurer que le lieu indiqué pour les recevoir est préparé. C'est ce que je demande, c'est tout. On vous aura compris, Boris. C'est ce qu'on a fait dans ce pays. On est allé casser des gens, on a parlé de déguerpissement dans la ville de Cotonou et au finish, les populations n'ont pas aperçu le bien fondé de la chose. Non, il n'y a pas de bien fondé là-bas. Je crois que quand vous occupez le domaine public, on vous casse quand on veut. Parce que quand on vous explique que votre parcelle, c'est là les limites et que vous dépassez, attendez voir ce que vous casse à tout moment. Moi, j'ai déjà vu ça ailleurs. Et moi, je suis même
exaspéré quand je vois ce que les Béninois font. Les gens qui ont été cassés sont revenus s'installer. C'est pas possible. Alors que quand on a cassé des gens. 6 mois après, on a cassé d'autres, leurs voisins, qui n'ont pas pensé qu'il fallait ranger leurs biens avant 6 mois. Après, ils crient aux... Non, je ne suis pas d'accord. Le domaine public, chacun occupe son domaine. Quand vous êtes dans le domaine public, on peut vous casser de jour comme de nuit. Vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas normal. Et quand on a cassé une seule personne, ça servira de leçon. Tous les autres doivent déguerpir avant qu'on ne pense à les casser. Sinon, si c'est là, moi, je dis honnêtement, les Béninois se comportent très mal. Vous ne pouvez même pas marcher sur les trottoirs. Ils mettent leurs marchandises pour vous envoyer sur la voie pour que les voitures vous écrasent. Ce n'est pas normal. Non. Là, il ne faut pas qu'on parle de ceux-là. On doit les casser, on doit les casser. Il est très fâché là ce matin. Maurice Tougan, nous allons passer au sujet suivant. Non, il ne tient pas compte de certains paramètres. Non, j'habite dans la zone où j'habite après Bodomé. Et vous voyez, c'est tous les jours que ceux-là créent des accidents. Ceux qui exposent leurs marchandises au bord de la voie, ils créent des accidents. Tous les jours, dans ces accidents, c'est des gens qui perdent leur vie parce qu'ils veulent faire leur petit commerce. Non. Ils doivent le faire, mais pas au péril. Moi, j'ai jamais demandé que quelqu'un occupe le domaine public. Mais ce que je dis, et les dirigeants, surtout à Cotonou, avec le temps, les gens se sont rendus compte que la façon dont le déguerpissement a été mis en œuvre pose problème. Alors, je crois que ce n'est pas le sujet de ce matin. Boris Tougan en parle, c'est un sujet qui nous réunit à nouveau ce matin. C'est les déclarations de Parfaite de Banamé. Vous avez suivi cela au cours de cette semaine sur la toile. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quel est le commentaire, quel est le vôtre face à cette actualité? Bon, je veux juste m'assurer qu'il y a une justice qui existe encore dans ce pays. Parce que quand j'ai écouté de bout en bout les audios qui ont circulé, j'ai décidé d'observer. Et depuis près d'une semaine, je n'ai pas entendu une réaction du procureur de la République. Mais si ce silence perdu, c'est que c'est vraiment triste. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et la première question que je me suis posée après avoir écouté ce que j'ai écouté de cette dame-là, ça me pose deux problèmes. Lesquels? Je me demande ce que nous faisons de l'autorité de l'État. Parce qu'elle a parlé d'abord de l'institution qu'est le chef de l'État. On l'a distinctement entendu parler du président de la République. Et après ça, elle a parlé de Patrice Talon, cité nommément. Et pas fini, elle dit que elle a même mise sur le chef de l'État. Donc, je me suis demandé par quel processus nous sommes arrivés à cette accointance dangereuse. Parce que quand elle dit que c'est elle qui dirige le chef de l'État, et que même si on devait évoquer le sujet qui a fait objet de la lettre ouverte au chef de l'État, que c'est elle qui pourra faire le geste en évoquant le sujet, et que le chef de l'État... Je ne sais pas les propos dans son registre, dans son monde à elle, où elle estime qu'elle est Dieu. Non, moi je fais de l'analyse de contenu. Je ne suis pas un magicien pour faire de la bragadabra. Je n'utilise pas de la poudre à les pépins. Je parle de l'analyse de contenu, de ce que j'ai entendu. Que fait-on quel est le sens que nous donnons à l'autorité de l'État? C'est le premier pan du sujet. Maintenant, le second pan, la laïcité de l'État est un principe juridique fondateur de la République dans laquelle nous sommes depuis 1990. Mais qu'est-ce qui reste de ce principe quand j'ai écouté cette dame-là? Il n'en reste plus rien. Parce que dans la Constitution, le chef de l'État prête serment en disant que au nom des membres de nos ancêtres, au nom de Dieu et devant le peuple, je jure. Mais elle dit que c'est elle qui est Dieu.
Et depuis que cette affaire a commencé, personne n'a jugé bon de la recadrer. Des gens ont dit dans ce pays... Des gens y croient. Ça non, attendez, non, la foi ne peut pas empiéter sur des principes juridiques. Elle, un tutti personne, ne peut pas dire qu'elle est Dieu, alors qu'on juge, le chef de l'État juge sur Dieu. Et depuis qu'elle a commencé par dire ces choses-là, personne n'a jugé bon de la recadrer. Les gens ont dit dans ce pays 5 ans, c'est 5 ans. Et on est allé les kidnapper pour les déposer en prison. Mais depuis qu'elle a parlé, personne n'a... Non, mais puis ils n'ont pas reçu de convocation. On n'a pas... Non, mais laissez-moi finir sur ce sujet. Vous voyez, quand nous faisons du 2 poids 2 mesures de cette façon flagrante, il va arriver un jour, un beau matin, tout va s'effondrer sur notre tête, on va se demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont des bêtises que nous avons accumulées nous-mêmes. Merci à vous, Boris Sougan Kaleskitori. Moi, je crois que sur le sujet, d'abord, je me dis, chez nous, on dit c'est celui qui a dit qu'on a insulté le roi, c'est lui qui a insulté le roi. Donc, je commence d'abord par me poser des questions sur ceux qui ont donné écho à ces propos. Parce que j'estime que tel que la justice béninoise fonctionne actuellement, ceux qui ont donné écho à ces propos doivent aller répondre devant une certaine juridiction. Là, c'est de la mauvaise foi. Je vous arrête. Non, vous ne pouvez pas dire... Non, vous ne pouvez pas continuer. Je suis désolé. Carlos, non, il peut pas. Je ne peux pas lui permettre de continuer. Non, je suis désolé. Non, ceux qui ont donné écho à ces propos-là, ils doivent être entendus. Non, nous ne pouvons pas... Dans le contexte, je crois que la justice sait ce qu'elle a à faire. Moi, je n'ai rien à dire à ce sujet-là. La justice sait ce qu'elle a à faire. Notre État, c'est un État que nous avons, dont nous avons des lois. Et ces lois-là, il faut les interpréter à un moment donné. Et j'ai déjà vu des juridictions ici qui se sont auto-saisies de certains dossiers. Donc, j'estime que ces propos-là, forcément, sont analysés quelque part. Et mais c'est pour quelle analyse que vous en faites, ces propos tenus à l'égard du chef de l'État? Bon, j'ai oublié de m'excuser, mais moi, je dis que c'est une bêtise. C'est une élucubration. Et pour moi, je crois que ce n'est pas les choses qu'il faut dire. Quelqu'un qui a dit ça, moi, je ne sais pas dans quelle situation, état psychologique ou mental elle se trouvait au moment où elle a dit. Parce que pour moi, quelqu'un qui est bien, qui est normal, qui raisonne, un homme qui se sent béninois, il ne peut pas tenir ce genre de propos. Ce genre de propos n'a aucun sens, c'est du non-sens. Moi, je le dis comme ça. C'est pour ça que je ne veux même pas essayer d'analyser ce qui a été dit. Moi, je dis que cette personne était sous l'effet de quelque chose. Et quand les gens se permettent de prendre la parole dans cet état-là, la justice s'en occupe. Donc moi, c'est une affaire de justice. Tout ce que j'ai entendu, c'est du non-sens. J'ai même pas envie de trop en parler. Parce que celui qui a dit ça, pour moi, doit être logé quelque part à Cotonou, non loin de la place de Fidjo. C'est que tout le monde connaît. Merci à vous, Carles Kitoumé, Boris Tougan également. Merci à vous. Merci pour ces échanges, chers amis. C'était à l'instant le débat de ce matin sur Freematin. On aurait bien voulu poursuivre, mais nous sommes pris par le temps qui nous est imparti. Merci à toutes et à tous pour la fidélité à ce programme télé sur EZAE TV. Nansérine Fatoubi s'installe à présent pour vous présenter les prévisions des astres de ce jeudi. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Sachez être raisonnable, vos supérieurs apprécient votre travail efficace et rapide. Vous entrez dans une excellente période et vous devrez pouvoir apprécier l'aide bienvenue de nombreux de vos collaborateurs qui chercheront à se mettre en avant. Amis taureaux, le climat est très agréable. Aujourd'hui, tendresse et séduction sont au programme. Vous serez particulièrement gâtés. Laissez-vous porter par cette vague d'amour et profitez-en pour une fois que l'on vous donne sans que vous ayez à le demander. Gémeaux, tout ira de travers. Votre manque de diplomatie suscitera des conflits. Réfléchissez, les coups de tête n'aboutissent à rien. Vous devrez faire preuve de plus de délicatesse sans aucun doute. Amis Cancer, vous manquerez probablement d'enthousiasme au cours de cette journée. Reprenez-vous car vous risquez de passer à côté de belles opportunités. En revanche, vous ne manquerez ni d'assurance ni de détermination. À dire vrai, vous aurez même un petit côté autoritaire. Chers amis Lions, vous ne sortirez pas de votre routine. Vous saurez prendre des risques calculés et analyser les situations avec un regard avisé. Vous parviendrez à convaincre les plus sceptiques grâce à vos bons arguments. Vierge, pas de bonne surprise en vue. Votre morale accusera une légère baisse. Surveillez votre tension nerveuse. Vous avez besoin de retrouver une plus grande confiance en vous. En ce qui concerne votre physique, tout ira bien aujourd'hui.
Amis Balance, belle journée professionnelle en perspective. Vous vous sentirez dynamique et motivé pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Vous devrez cependant cultiver la patience car tout ne se déroulera pas comme prévu. Néanmoins, fuyez les personnes négatives. Elles vous prennent de l'énergie. Pensez davantage à vos objectifs. Chers Scorpions, journée agréable dans tous les domaines. C'est le bon moment pour mettre en route un projet. Cependant, rester discret des personnes mal intentionnées risquerait de faire capoter vos initiatives ou de les reprendre à leur compte. Natif du signe Sagittaire, la diplomatie sera indispensable. Ne campez pas sur vos positions. Il vaut mieux chercher un compromis. Même si ce principe vous déplaire, vous êtes suffisamment rusé pour y trouver votre compte. Capricorne, quelques contrariétés viendront perturber votre train-train quotidien, mais rien de bien sérieux. Vous ne devrez pas rencontrer de situations insurmontables au cours de cette journée. Si vous restez sérieux dans la gestion de vos finances, tout ira bien. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les chocs s'améliorent. C'est le moment de parler de vos souhaits avec doigté. La journée sera certainement amarquée d'une pierre blanche. Vous aurez envie à cet effet de renforcer les liens qui vous unissent avec votre partenaire. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, cette journée vous promet des heures tendres et romantiques loin de la médiocrité quotidienne. Lorsque vous êtes amoureux, vous oubliez tous vos soucis. Vous devrez être sur la même longueur d'onde que votre conjoint et vous ferez des projets sur le long terme. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. On se retrouve demain vendredi pour le développement de la semaine. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur EZA TV.